chargé là aujourd'hui de vous entretenir à propos des myélites aigus, surtout pour les jeunes. C'est pas comme les encéphalites qu'on vient d'entendre de la part des Milins, qui sont plus fréquentes que les myélites. Les myélites sont rares chez l'enfant, heureusement. C'est une affection donc qui est rare. Son incidence est de 1400 cas par an. Ce sont des statistiques américaines, dont 20% seulement ont moins de 18 ans. C'est une affection inflammatoire ou auto-immune et qui s'exprime surtout par une atteinte sensitivo-motrice, bien sûr sous forme de paraplégie, flasque, avec troubles sensitifs et surtout associés à des troubles sphinctériens. Les causes, et surtout chez l'enfant, c'est surtout infectieuse et dont 15% isolée. Et bien sûr, cette myélite peut survenir dans le cadre d'une affection démyélinisante, type sclérose en plaques, collagénose rare pour ne pas dire exceptionnelle, mais ils sont assez rares, une paraplégie flasque avec troubles sensitifs, avec des troubles sphinctériens, doivent nous faire une IRM d'emblée pour éliminer une myélopathie compressive, nécessitant bien sûr un traitement approprié, chirurgical éventuellement. Il n'y a pas de prédominance de sexe. Il y a autant de filles que de garçons qui sont atteints par la myélite. L'âge de survenue est le plus souvent avant l'âge de 3 ans, voire après l'âge de 5 ans. Il y a une notion de survenue en fonction de la saison, mais c'est surtout parce que la cause chez l'enfant le plus souvent virale. Quelles en sont les circonstances de découverte? C'est surtout des troubles de la marche à l'occasion d'un prodrome, ou bien à l'occasion de la survenue des prodromes, dont 45% à titre d'un syndrome grippal, de gastro-entérite, d'infection oreille ou un syndrome inflammatoire. Et je laisse la parole à mon ami Denis. Je passe comme ça. Il y a aussi la notion aussi, oui, la notion aussi importante, et je rejoins l'avis d'une question qui a été faite auparavant concernant la vaccination. Je suis pédiatre, la vaccination est obligatoire, mais ça a été noté, c'est rare. Élément très important qu'il y a un délai entre la survenue de signes d'atteinte médulaire et de l'infection aux environs de quelques heures à 20 jours. Ailleurs, d'autres circonstances de découverte, notamment des enfants ou bien des patients qui seront d'emblée en réanimation. Et ce, dans le cas où l'atteinte médulaire serait cervicale, avec la tétraplégie, avec bien sûr l'insuffisance respiratoire. Ailleurs, et là je laisse aussi la parole à mon ami Monté, pour parler aussi des maladies systémiques éventuellement. Malheureusement, il va parler seulement des maladies démyélisantes, voilà, mais je dirais, c'est l'affaire là des médecins, des internistes, parce que chez l'enfant, maladie systémique rare, et ces patients sont hospitalisés en réanimation dans le cas d'atteinte polyviscérale, dont la myélite. Ailleurs, c'est une atteinte neurologique centrale, cérébrale, associée, et surtout là, dans le cadre de l'ADEME, avec atteinte, bien sûr, bulbaire. Inflammation médulaire, c'est la rançon, c'est la conséquence, c'est la cause, je veux dire, de l'expression clinique, à savoir, elle est responsable de la faiblesse musculaire, de troubles sensitifs, de troubles sphinctériens. Quelles en sont l'étiologie d'emblée après avoir éliminé une compression médulaire infectieuse, isolée, après avoir éliminé aussi, et il faut que nous, pédiatres,
étant devant un enfant présentant une atteinte médulaire, savoir est-ce qu'il n'y a pas d'association, est-ce que l'étiologie n'est pas en rapport avec une maladie démyélinisante, à savoir une neuromyélite optique, une affection neurologique démyélinisante, la sclérose en plaques, ailleurs, et c'est pour ne pas dire exceptionnelle, maladie systémique, et pour retenir notre diagnostic de myélite isolée dans 15% des cas. Bien sûr, il faut qu'on fasse nos examens viraux à la recherche d'un agent viral. Qu'est-ce qu'il en est de la symptomatologie de début de cette affection? C'est surtout des troubles sensitifs dans 90%, un déficit moteur dans 90%, et surtout des troubles sphinctériens, urosphinctériens dans 85%, et puis des douleurs lombaires ou dorsales dans 75 à 90%. Qu'est-ce qu'il en est de la phase d'état? Eh bien, durant cette phase, il est révélé par la paraplégie flasque, rarement tétraplégie avec risque respiratoire. Cette paraplégie serait asymétrique, voire partielle, d'intensité variable. Le syndrome pyramidal n'est pas le plus souvent révélateur, mais quand il existe, il est de mauvais pronostic. Les troubles sensitifs, surtout la sensibilité superficielle s'exprimant par des dysesthésies, engourdissements, heureusement la sensibilité profonde est rare. Le niveau sensitif est à apprécier par le praticien. Il est thoracique dans 50 à 80%, cervical dans le quart des cas, voire lombaire ou sacré. Bien sûr, il faut s'inquiéter d'examiner de l'atteinte des pertes crâniennes parce que c'est très, très important. Les troubles vésico-sphinctériens, à type de rétention aiguë urinaire qui peut être inaugurale, incontinence fréquente à type de miction impérieuse, rétention chronique peut être révélatrice, mais c'est très rare. Et puis, ça a été noté dans une série de PIC-DOC qui nous révèle que la sonde urinaire, dans sa série, a été nécessaire dans 82%. Et on sait, nous pédiatres, qu'on est un peu très réticents vis-à-vis des sondes urinaires chez l'enfant. Les troubles anorectaux, donc comme troubles sphinctériens aussi, à type d'incontinence anale, défécation impérieuse, la constipation peut être responsable et donc il peut entraîner un risque d'infection urinaire, surtout dans de tels contextes. La durée de cette phase n'est que de quelques jours, voire 12 semaines, dans 3 mois. Qu'est-ce qu'il en est du bilan de cette affection qui est la myélite aiguë? Il faut faire l'IRM médulaire et d'urgence pour éliminer une compression tumorale ou une malformation vasculaire. Il va nous permettre d'établir le diagnostic et de préciser, et surtout, l'étendue de cette lésion, rechercher aussi d'autres lésions dans l'extension, et aussi voir est-ce qu'on n'est pas dans une affection démyélinisante. Qu'est-ce qu'il en est des résultats? Qu'est-ce qu'il va nous montrer, cet IRM médulaire? Il est anormal dans 50 à 94%, rarement normal, et il faut savoir la refaire. C'est un type de lésion hypersignale en T2, dans 90%. Ailleurs, c'est des lésions hyposignales en T1, voire élargissement médulaire, et cette atteinte intéresse les 2/3 de la surface médulaire. Il peut s'étendre, et là c'est un élément aussi diagnostique assez important, il s'étend sur plusieurs segments, en moyenne 6 segments. Quant à la sclérose en plaques, je laisse le mot à ma collègue, aux environs de 2, alors que pour l'ADEME, ça dépasse, c'est à partir de 3 segments.